contexte, je dirais, dans la contribution qui est la mienne, j'ai voulu réfléchir à la position de l'enseignement du français en Colombie-Britannique parce que, non pas que c'est une position unique au Canada, mais je pense qu'en Colombie-Britannique, elle est un tout petit peu plus fragile, ou en tout cas, elle est peut-être un peu plus discutée que dans d'autres contextes, dans la mesure où, je vais rien apprendre peut-être aux lecteurs, mais donc la Colombie-Britannique est une province anglophone majoritairement, qui n'a pas de politique linguistique précise, qui a une politique éducative, mais qui ne porte pas sur une langue en particulier, qui porte sur les langues. Et donc, dans le cadre de cette politique éducative, donc le Language Education Policy, le français occupe un statut un peu particulier, puisqu'il est à la fois reconnu comme étant l'autre langue fédérale à côté de l'anglais, donc une position de langue officielle, mais aussi il est ramené au statut de langue minoritaire à côté des autres langues qui sont parlées en Colombie-Britannique. Et je pense que c'est ça qui retient l'attention quand on regarde le contexte britanno-colombien, notamment quand on focus sur la grande région de Vancouver, c'est que le français n'est que la 5e ou 6e autre langue parlée, parce que dans l'environnement, à côté de l'anglais, on va trouver un taux important de locuteurs de punjabi, ourdou, mandarin, cantonais, qui fait que les locuteurs de français, qu'ils soient francophones ou qu'ils soient de langue seconde, arrivent loin derrière. Et donc cette position un petit peu, je dirais, compliquée ou complexe, fait que ça va avoir des répercussions sur la manière dont on pense l'enseignement-apprentissage du français dans un contexte minoritaire, à la fois du côté de ceux qui se définissent comme étant minoritaires, souvent donc les francophones, mais aussi ça va avoir un impact sur la perception du public plus largement donc anglophone, ou en tout cas qui a d'autres langues, parce qu'on peut toujours se poser la question de pourquoi enseigner le français en Colombie-Britannique, alors que nous sommes des locuteurs en petit nombre. Donc c'est dans ce contexte-là vas-y, pas de problème. que s'ancre ma contribution, d'essayer vraiment de réfléchir un petit peu de manière intrinsèque à la place et au statut du français, et qu'est-ce qu'on veut dire quand on associe langue minoritaire dans des contextes qui sont très diversifiés linguistiquement et culturellement, et cette association, en tout cas c'est comme ça que j'ai lu et j'ai reçu l'invitation à participer au livre, nous oblige à questionner des expressions qui sont peut-être pour nous, qui vont de soi, pour nous, chercheurs, enseignants, didacticiens, mais qui vont finalement pas complètement de soi, surtout dans les contextes qui sont aujourd'hui les nôtres. Oui. D'accord. Alors, bon, justement, c'était ça, j'ai failli t'interrompre, c'était justement pour te parler de ta réflexion théorique ou de ton objet. Dans la continuité, justement, de cet objet, de ta réflexion, par rapport à tes questions, qu'est-ce que tu as voulu faire comme méthodologie pour justement pouvoir discuter des agirs enseignants? Une des méthodologies qui, à mes yeux, permet d'aller toucher du doigt cela, c'est l'ethnographie de la salle de classe. C'est donc une ethnographie ou une pratique de recherche qui permet donc de suivre les enseignants dans leur quotidien, donc lorsqu'ils sont en interaction avec leurs élèves, de documenter tout cela de manière en vidéo, en audio, en prise de notes, mais aussi de confronter l'enseignant à ces pratiques, donc de revenir vers l'enseignant et de lui demander pourquoi il ou elle a fait telle chose à tel moment, donc d'aller chercher ce qui, pour moi, définit l'agir enseignant, c'est-à-dire qu'il y a une dimension observable, ce que l'on voit dans la salle de classe, les gestes que l'enseignant va poser auprès de ses élèves, les gestes pédagogiques, les discours qu'il va poser, mais aussi aller chercher la dimension plus cachée, les motivations, les choix, les représentations aussi que l'enseignant attribue à son geste. Ouais, donc, et pour moi, en ce sens-là, l'ethnographie de la classe, au sens
définie par Cambraginet, c'est-à-dire une ethnographie qui est au plus près de ce que dit, de ce que fait l'enseignant. C'est probablement une des méthodologies qui nous permet de toucher du doigt cet agir enseignant, qui est cet agir que l'on veut en tout cas mettre en avant, surtout dans des contextes minoritaires. D'accord, excellent. Donc, dans le même ordre d'idées, on a parlé objectif, réflexion, on a un métaux. Mon prochain point, bien évidemment, tu t'en doutes, ça serait très brièvement, quelle conclusion a émergé de ton projet? Alors, les conclusions, c'est des conclusions qui montrent combien la didactique, comme le souligne Pierre Martinez, c'est d'abord une praxéologie et avant tout, c'est pas une science. La didactique, c'est tout sauf une science. C'est une discipline qui va théoriser, mais c'est une discipline aussi qui va partir du réel de la salle de classe. Et donc, un des premiers résultats, c'est clairement de voir que les enseignants, ils remettent en question dans leur pratique les étiquettes que nous, chercheurs didacticiens, on utilise. Les exemples que j'utilise dans la contribution sont à la fois des exemples qui ont été recueillis auprès d'enseignants qui enseignent en français langue première, donc qui ont des publics dits francophones en contexte minoritaire, Ouais. et des enseignants qui sont des enseignants qui enseignent en contexte de français langue seconde, essentiellement dans les programmes d'immersion. Et ce que l'on constate, c'est qu'en fait, pour eux, ils ne sont pas dans une logique de j'enseigne le français de langue première ou langue seconde, c'est je construis chez mes élèves des compétences en français. C'est ça. Point. Ouais. Et je pense que c'est à partir de là qu'on doit vraiment réfléchir parce que dans le contexte minoritaire, la vitalité de la langue, la vitalité de la communauté linguistique et culturelle qui vient avec la langue, elle a trait avec le plaisir de la langue, elle a trait avec la possibilité qu'ont les élèves d'utiliser la langue. Et aussi bien du point de vue de l'enseignant que du point de vue de l'élève, la dichotomie langue première, langue seconde, pour eux, ce n'est pas opératoire. Ouais. Ce qui importe, c'est utiliser la langue dans les conditions et les situations de communication qui sont les miennes. Donc, je pense que si on part de là, donc c'est un petit peu prendre la didactique par l'autre bout. C'est-à-dire que, oui, on a eu besoin, lorsque la didactique s'est constituée en champ disciplinaire, on avait besoin des étiquettes, on avait besoin des dénominations, je pense, pour arriver à conceptualiser justement le champ didactique. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on a passé cette étape-là. Je pense que la didactique aujourd'hui est une discipline autonome et qu'on doit peut-être revenir donc à l'inverse et repartir du terrain pour justement perturber les frontières, langue première, langue seconde, oui, tout à fait. Qui, dans des contextes donc minoritaires, mais qui sont surtout des contextes marqués par la diversité linguistique et culturelle, marqués par le plurilinguisme des élèves, mais aussi parfois, en tout cas en Colombie-Britannique, par le plurilinguisme des enseignants. Oui, oui. On l'oublie celui-là. On a parfois tendance à l'oublier. Les enseignants sont aussi plurilingues. Bien sûr. Ils ont aussi des répertoires verbaux pluriels. Et donc, je pense que c'est de repartir de ce qu'ils font pour maintenant reconceptualiser ou en tout cas conceptualiser autrement le champ didactique de l'enseignement, alors du français, mais ça peut être d'une autre langue, en contexte minoritaire. Et je pense que le focus, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que la didactique que je mets en place permet de prendre en compte le répertoire communicatif de l'élève pour construire des compétences dans la langue qui est celle que je cible. Et cette langue cible reste la langue de l'école, mais en introduisant les nuances, les variétés de langue. Si on prend un exemple pour l'enseignement du français en Colombie-Britannique, les enseignants sont à l'image de leurs élèves, c'est-à-dire que certains viennent du Québec, certains viennent d'Afrique, des pays francophones d'Afrique, certains viennent de France, certains sont nés et ont grandi, ont été éduqués en Colombie-Britannique. Et donc ils parlent un français, ils enseignent un français qui est teinté, mais teinté pas au sens de, il y a une tache, mais qui est au sens vraiment qui est coloré. Tout à fait. De toutes ces variétés de français.
Et je pense que c'est ce qui fait la réalité aujourd'hui de l'enseignement du français en Colombie-Britannique. Et si on veut vraiment que la langue continue à être enseignée et à être apprise en Colombie-Britannique, je pense qu'il faut vraiment se départir de je suis en français langue première, je suis en français langue Oui, seconde, parce que l'impact que l'on voit, c'est qu'on a une communauté enseignante qui est divisée. On a des enseignants qui se revendiquent enseignants francophones, qui ne sont pas nécessairement au contact des enseignants dits de français langue seconde, alors que si on veut la survie et le maintien de l'enseignement du français en Colombie-Britannique, il faut qu'on ait tout simplement une communauté enseignante oui, en je français. comprends ce que tu veux dire. Et qu'on considère une francophonie plurielle. Et ouvrir cette C'est ça. francophonie et arrêter avec une francophonie, effectivement, qui pour moi, si on continue comme ça, va être une francophonie exclusive et non pas inclusive. Tout à fait. Et je pense que là, en étant dans cette perspective-là et ce positionnement-là, on va à l'encontre des objectifs de justice sociale et d'équité qui sont des mots que l'on retrouve de plus en plus en éducation et dans les sociétés qui sont les nôtres.